promis le sujet des Africains américains et l'Afrique, qui est un sujet assez mal connu de nous tous. Quelle est la relation que nous entretenons avec les Africains américains ou que nous n'entretenons pas avec eux? Et quel est le statut des Africains américains aujourd'hui en matière de relations avec l'Afrique continentale? Quelles sont les potentialités? Quels sont les horizons qui peuvent s'ouvrir? Et pourquoi est-ce que jusqu'à présent, nous avons exercé une grande timidité à leur égard? C'est le 17e, 18e et 19e siècle qui sont considérés comme les siècles de l'esclavage. Au départ, on va envoyer des Européens comme esclaves en Amérique. Après, ce seront les Indiens américains qui seront pris comme esclaves en Amérique. Et finalement, l'Église catholique, je regrette de le dire, un prêtre de l'Église catholique a l'idée que le type de climat qu'on trouve au sud des États-Unis est très ressemblant de celui qu'on trouve en Afrique. Et c'est donc comme ça que le pape, un pape catholique, va accepter de signer la bulle papale qui va consacrer pour les Portugais le transport des esclaves de l'Afrique vers les Amériques. Et 17e siècle, je l'ai dit, 18e siècle, 19e siècle, voilà les 3 siècles où la traite a été une réalité et ses conséquences en Amérique également. Je l'ai dit, les Africains américains vont aux Amériques dans des cales de bateaux, c'est-à-dire comme de la marchandise. Et on va les recevoir là-bas comme on reçoit du bétail. La taille, le poids, la texture de la peau, on va regarder la qualité de la dentition, la flexibilité des muscles, etc., pour déterminer le prix. Ça peut vous choquer aujourd'hui, mais c'était des choses courantes à ce moment-là. Et on considérait donc qu'il faisait partie des outils de production des grands champs qui étaient surtout dans le sud des États-Unis, c'est-à-dire en Caroline, dans le Tennessee, en Alabama, en Virginie, etc., etc. Donc, leur arrivée là-bas est une arrivée en captivité et ils connaîtront un sort tel que ceux des animaux qui travaillent, des animaux de traite qui travaillent dans les champs. Il y a donc, en réalité, au moment même où on écrit la Constitution des États-Unis, on parle des êtres humains qui sont nés égaux et libres. Ça veut donc dire qu'on ne les considère pas dans cette catégorie, manifestement. Puisque ceux qui écrivent la Constitution, les George Washington, Jefferson, toutes ces personnes possèdent des esclaves. Donc cette contradiction, manifestement, ne leur semble pas évidente, puisqu'ils écrivent sur la liberté, mais ils ont chez eux des esclaves dans leur plantation. On va apprendre que les esclaves noirs sont pour 1/4 ou 1/5 du blanc dans la valeur qu'ils vont attribuer aux êtres humains. 1/4 ou 1/5. Alors, nous n'allons pas revenir sur ces faits historiques, mais ça va bien sûr avoir un impact sur le type d'économie qui va être implantée
dans le sud des États-Unis d'abord. C'est une économie agricole. Le coton, le sucre, tout ce qui est économie fruitière, etc. Et évidemment, puisque les esclaves sont considérés comme des bêtes de somme, on ne les paye pas. Ça veut donc dire que le retour sur l'investissement est maximal. Il est maximal à partir du moment où on ne paye pas le capital travail. Donc l'esclavage est en réalité une entreprise extrêmement lucrative qui fait que l'économie des États-Unis de cette époque-là est une économie florissante, puisque la matière importante qui produit le travail est rémunérée à 0 franc. Il faut bien comprendre cela pour comprendre que les économies du Sud sont imbriquées dans une activité de justification de cet état d'exploitation économique. C'est ainsi qu'on va créer des lois qu'on va appeler Jim Crow Law. Jim Crow, c'est le nom d'un esclavagiste. Et ces lois expliquent la normalité de l'exploitation esclavagiste. Alors, vous serez peut-être étonné d'apprendre que le gouvernement des États-Unis de cette époque va en réalité avaliser cette situation. Et la guerre de sécession qui aura lieu à partir de l'année 1862, à peu près, 61-62, qui se terminera en 1863, en Pennsylvanie, sera une guerre qui va opposer le Nord, de plus en plus industriel, et le Sud, qui restera agricole. Et donc, il y aura besoin de la main-d'œuvre esclavagiste ou esclave. Et ce n'est pas une question de moralité, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. C'est une question de technologie. Ce qu'on appelle le nord des États-Unis, comme je l'ai dit l'autre jour, ce n'est pas le nord géographique de l'État des États-Unis qu'on voit aujourd'hui. C'est le nord des 13 États fondateurs de ce qu'on a connu comme l'Union des États-Unis d'Amérique. Donc, il y a sur la côte est d'aujourd'hui se trouvait la totalité des États-Unis. Le nord étant considéré comme tout ce qui est New York et autres, Pennsylvanie, et le sud, après Washington, c'était donc, on tombe après le Maryland, la Caroline, la Virginie, et on rentre dans ce qu'on appelle le sud profond, c'est-à-dire le Tennessee, l'Alabama, etc. Sud profond par rapport au nombre des esclaves. Plus vous alliez vers le sud, plus vous aviez besoin d'esclaves parce que c'était là le domaine des grandes plantations surtout sucrières, qui rapportaient énormément d'argent dans le monde entier. D'abord pour les grands planteurs, mais ensuite pour l'Europe et le monde entier. Donc c'était une très grande et très lucrative entreprise que d'avoir des esclaves, mais surtout la production des esclaves qu'on ne payait pas. Donc c'est très important de comprendre cela. Voilà le contexte dans lequel évoluent les Africains américains, qu'on appelait Negro Americans, ou bien slaves, tout simplement. Et comme vous le savez, le terme esclave vient de slave, c'est-à-dire l'Europe du Nord. Donc ça veut dire que l'esclavage n'est pas originaire d'Afrique, mais bien d'Europe du Nord. Quand on parle des Slaves, c'était les premiers esclaves. Les États-Unis vont donc se diviser sur la question de savoir si l'État, enfin si la fédération peut accepter une confédération d'un côté au sud qui accepte et qui soutient l'esclavage et au nord qui s'oppose à elle parce qu'elle est industrialisée. Parce que c'est le début de l'automatisme, je veux dire, dans les chaînes industrielles en termes de production. C'est là qu'on va introduire les robots, c'est là qu'on va introduire les moments de production, c'est là qu'on va introduire les chaînes pour sortir des
des produits qui sont en réalité faits de manière automatique. Donc on n'a pas besoin en fait de main-d'œuvre humaine. Et c'est pour ça que c'est le Nord qui va être le premier à s'affronter au Sud, qui lui a besoin des esclaves pour continuer la production agricole. Et évidemment, Abraham Lincoln sera président des États-Unis à ce moment-là, et c'est là que Abraham Lincoln va prononcer les mots de la fin de la guerre de sécession, qui va reconnaître et consacrer la victoire du Nord anti-esclavagiste contre le Sud pro-esclavagiste. La peine des esclaves ne se termine pas avec cette victoire en 1863. L'esclavage va continuer parce qu'il y aura de nouvelles lois aux États-Unis qui vont interdire aux esclaves d'avoir des emplois en dehors de la ferme et en dehors de l'agriculture. C'est très important de comprendre cela. Et il y a même une loi qui s'appelle The National Labor Relations Act 1935. National Labor Relations Act de 1935, qui est aussi connu comme the Wagner's Act, l'acte Wagner, qui exclut du syndicalisme les métiers qui relèvent de l'agriculture, les métiers qui relèvent du service domestique dans les maisons, exclut de l'agriculture les métiers de travailleurs dans les bars, dans les hôtels et des taxis, ceux qui travaillent comme taximen. Toutes ces personnes n'ont pas droit d'être syndiquées. C'est une loi des États-Unis. Donc, au moment où on fait le New Deal de 1936, dont je vous ai déjà parlé, eh bien, presque au même moment, sort la loi qui exclut les travailleurs de ces domaines-là, qui sont à 90% des Africains américains. Donc, ils sont vulnérables et les taux horaires de leur salaire sont la moitié des taux horaires des salaires des autres employés dans des secteurs différents. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Mais la structure raciste des États-Unis est quand même détectable toujours aujourd'hui. Et je m'en vais pour ça vous donner les chiffres officiels de la US Equal Employment Opportunity Commission, la commission américaine pour l'opportunité, c'est-à-dire les chances égales dans le domaine de l'emploi. Donc c'est une structure officielle des États-Unis. Et cette structure a été créée en 1965, c'est-à-dire au moment où on a signé le Civil Rights Act par Martin Luther King Jr. à Washington, à la Maison-Blanche, devant et avec le président Lyndon Bird Johnson. Et cette structure connaît des déboires depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, qui montrent bien l'intention réelle de la philosophie américaine en termes d'égalité des races et d'égalité sociale. Les ressources que le Congrès américain, quand on dit Congrès américain, c'est deux chambres. Il y a d'une part la Chambre des représentants, US House of Representatives, les députés, et d'autre part le Sénat, qui a, lui, 100 sénateurs, 2 sénateurs par État, et la Chambre des députés, c'est proportionnel au nombre des populations qu'on trouve dans les États. Donc souvent, ils peuvent être 400, 435, etc. Donc, ce sont ces deux qui vont voter le budget
En 1980, le Congrès américain a alloué la somme de 412 millions de dollars à cette structure qui est chargée de combattre l'inégalité raciale. 412 millions de dollars en 1980. En 2018, le Congrès américain a alloué 379 millions de dollars, donc une baisse drastique, manifeste, d'allocation de ressources financières. En 1980, les États-Unis avaient 225 millions d'habitants et en 2018, 325 millions. Le chiffre le plus parlant dans la baisse d'allocation des ressources est dans le nombre d'employés utilisés, autorisés par l'État. Nous passons de 3 390 en 1980 à 1968 en 2018. Alors que la population augmente, alors que les besoins augmentent, alors que le nombre d'accusations de racisme et de ségrégation raciale au sein de la population va en s'accroissant, les ressources que l'État des États-Unis alloue à cette structure vont décrescendo, c'est-à-dire en allant vers le bas. Donc, voilà un peu le monde dans lequel, l'hostilité dans laquelle vivent beaucoup d'Africains américains. La différence entre le gouvernement Trump et le gouvernement Obama, c'est que le gouvernement Trump a endossé les habits des défenseurs du Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, je vous ai dit ce que c'est. C'est l'organisation qui a rejeté la fin de la guerre et les résultats de la guerre de sécession pour continuer, en fait, à terroriser les Africains américains partout où ils se trouvaient, en brûlant leurs maisons, en violant femmes et enfants, et surtout en lynchant, ce qu'on appelle le lynching, c'est-à-dire en accrochant les Noirs, en les pendant aux arbres, pour créer la terreur. Donc on parle d'organisation en réalité terroriste. Donc voilà le type d'organisation que un chef d'État refuse de condamner, et je crois que ça a été ça le grand choc de ces dernières semaines, quand il a refusé de dire que la suprématie blanche est quelque chose d'inacceptable. Voilà, je crois qu'il était important de comprendre ce qui se passe, même aujourd'hui malheureusement, malgré les avancées qu'il y a eu, malgré le fait que les Africains américains ont accédé à des postes suprêmes de politique aux États-Unis, c'est vrai, malgré le fait qu'on a vu beaucoup d'Africains américains dans des gouvernements, dans la diplomatie et surtout dans les affaires. Il y a eu de grandes firmes américaines, comme Johnson & Johnson, par exemple, qui appartiennent aux Africains américains, dans le domaine tout ce qui est de la toilette, etc., fashion. Mais on trouve aussi des Africains américains qui sont extrêmement riches, en milliards même, quand on regarde des domaines tels que le sport, etc. Et même le entertainment, quand vous avez quelqu'un comme Oprah Winfrey, par exemple, qui est la femme, je crois, la plus riche des États-Unis, en tout cas parmi les femmes les plus riches des États-Unis aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Ce serait faux de prétendre qu'il n'y a aucune avancée. Cela n'est pas vrai. Mais des problèmes, il y en a toujours. Quand vous arrivez aux États-Unis, vous trouvez deux types de Noirs américains, d'Africains américains. Vous avez ceux qui vous disent que les Africains les ont vendus, et par conséquent, ils sont antagonistes par rapport à cette Afrique-là. Mais souvent, c'est ceux qui ne sont pas souvent allés à l'école. C'est ceux qui écoutent des récits qu'on veut bien leur faire transmettre et qui viennent très souvent des Blancs américains, qui veulent se dédouaner en oubliant qui
avait les bateaux, qui achetait les esclaves et qui les revendait. Ce n'étaient pas les chefs africains. Même si les chefs africains les livraient dans la logique africaine que dans l'autre vie, ils vont recouvrer leur liberté. Donc, ils avaient peut-être l'idée erronée que les choses allaient se passer de cette manière. Manifestement, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, il y a eu une avancée avec Martin Luther King, et je vous signale que Martin Luther King a pu réussir précisément parce qu'il n'était pas un homme politique. Donc, il n'avait pas affaire à des structures politiques. C'était un homme qui venait de la société civile religieuse, qui a pu amalgamer des volontés dans toutes les races. Donc, sa stratégie a été de dire, la liberté, ce n'est pas une liberté seulement pour les Noirs, c'est la liberté pour l'ensemble des êtres humains. Et c'est comme ça qu'il a pu avoir un débat multiracial avec des acteurs multiraciaux et avec des résultats qu'on a vus. Martin Luther King n'était ni un politicien, ni un syndicaliste, ni un homme qui était un associatif dans le sens laïque du terme. D'accord? Et ça explique en partie pourquoi il a réussi. Mais juste après, on a compris, quand il a voulu se transformer en homme politique, en condamnant le Vietnam, en condamnant la participation américaine au Vietnam, quelques mois après, en 1968, il a été tué. C'est-à-dire 2 ou 3 mois après la condamnation qu'il a faite de la présence de l'armée américaine au Vietnam. Donc vous comprenez que là, c'est très important de distinguer qu'est-ce qui a fait le succès de ce monsieur. À côté de lui, vous aviez Malcolm X, qu'on appelle en réalité Malcolm Little, le nom de famille c'était Little, qui lui disait que nous sommes des Africains perdus en Amérique. C'était ça son credo, et il disait que nous ne devons pas accepter la non-violence. Si on vous frappe sur la joue droite, ne tendez pas la joue gauche, comme le suggèrent les écritures que soutient bien sûr Martin Luther King. Martin Luther King disait que c'est à Dieu que revient la charge de punir et non pas aux hommes. Et vous savez que la non-violence vient en réalité de Mahatma Gandhi, qui l'a expérimenté d'abord en Afrique du Sud. Donc c'est sur la terre d'Afrique que les premières expériences contre la non-violence ont été menées. Et ensuite, il a mené cela en Inde même, avec le résultat qu'on a vu, c'est-à-dire l'indépendance de l'Inde contre la plus grande puissance politique et coloniale de l'époque, qui était donc la Grande-Bretagne. Il a réussi. Et Martin Luther King a aussi quelque part réussi. Mais de mon point de vue, c'est un travail de combinaison entre Martin Luther King, la carotte, d'une part, Malcolm X, le bâton, de l'autre. Ils n'étaient pas des amis, mais ils ont travaillé en bonne intelligence. Parce que Martin Luther King parlait le langage de la fraternité humaine, auquel répondait Malcolm X en disant que les Noirs doivent d'abord défendre les intérêts de leur communauté. Et si on les frappe sur la joue gauche, ils vont attaquer et ils vont riposter. Alors, il a eu un speech qui dit « by all means necessary », c'est-à-dire par tous les moyens disponibles, nous devons nous défendre, nous devons attaquer l'Amérique blanche, parce que c'est elle qui nous cherche noise et non le contraire. Donc, pour moi, c'est la combinaison de ces deux leaders apparus sur la scène politique au même moment qui explique pourquoi est-ce que finalement le combat des Africains-Américains a été victorieux. L'arrivée de Barack Obama a été préparée par toutes ces péripéties. Et l'une des raisons pour lesquelles Barack Obama a pu être président, je peux me tromper, mais c'est parce qu'il n'a pas été descendant d'esclaves. Pour lui, un métis est blanc et noir, et non ni blanc ni noir. Il a donc refait ce concept. Il a dit « je suis à la fois blanc et noir et indien cherokee ».
Parce que dans son ADN, il y a aussi les Indiens Cherokees qui ont voté à 100% pour lui. Les Africains américains avaient leur candidat qui s'appelait Hillary Clinton. Rodham Clinton. C'est ça. C'est quand il a battu Hillary Rodham Clinton qu'ils se sont dit, ah bon, mais ce monsieur est donc sérieux. Finalement, nous allons commencer à le soutenir. Donc, les Africains américains ont fait beaucoup pour l'Afrique. Ça, c'est aussi une chose qui est vraie. Et je vais donner un exemple dans les relations avec l'Afrique noire. Je l'ai dit la fois dernière, le premier à occuper le poste d'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, d'origine africaine-américaine, s'appelle Andrew Young. Andrew Young est le lieutenant direct avec Jesse Jackson de Martin Luther King Jr. Et Andrew Young sera donc nommé en 1976 comme premier noir africain-américain, disons, à être ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Que va-t-il faire avec la bénédiction, c'est le cas de le dire, de Jimmy Carter, fils de pasteur aussi? C'est qu'il va attaquer et dénoncer pour la première fois l'apartheid en Afrique du Sud. Trans-Africa demande la fin de l'apartheid par le désinvestissement dont je vous ai déjà parlé. Et ils vont dire aux États-Unis, nous n'achetons plus rien chez Coca-Cola, rien chez Unilever, rien chez General Motors, tout ça, si vous continuez à investir en apartheid. Maintenant, il y avait quand même une terre avancée américaine, au Libéria. 1847, Libéria, ce sont les Africains américains, en Sierra Leone aussi. Bon, ça s'est mal passé puisqu'ils ont recréé une aristocratie africaine-américaine là-bas, et ils sont restés 100 ans, et c'est Samuel Doe qui a mis fin à cela en 1980, quand le président William Tolbert, qui était président en exercice de l'OUA, a été assassiné, malgré le fait qu'il occupait le perchoir de l'OUA. Et le pays qui a toujours été accueillant vis-à-vis des Africains-Américains, de manière inconditionnelle, a été le Ghana. Le Ghana, pour des raisons simples, parce que le Ghana croit en panafricanisme, parce que l'étoile noire qui se trouve sur le drapeau ghanéen est l'étoile qui rappelle Marcus Garvey, c'est-à-dire Black Star Shipping Line, qui avait transporté en 3 voyages à peu près les Africains-Américains vers leur terre d'origine. Et Marcus Garvey, dans les années 1930, était le chantre du retour vers l'Afrique. Et malheureusement, il s'est lui-même nommé le président de toute l'Afrique, et on a commencé à douter de sa stabilité mentale. Donc il l'a fait. Et quand vous entendez Black Star, l'équipe nationale de football du Ghana, que nous connaissons très bien au Cameroun, et ce depuis que je suis tout petit, l'équipe, c'était Ashanti Kotoko, en fait, qu'on voyait tout le temps ici, mais les Black Stars du Ghana, l'équipe nationale, tient son nom, justement, de Black Star Shipping Line aussi. Donc, je pense que le Ghana est l'un des rares pays à offrir une nationalité illimitée aux Africains-Américains, à cause du lien entre eux et les Noirs américains, mais aussi du fait de Kwame Nkrumah, qui a fait longuement ses études là-bas et qui a fait ses classes du panafricanisme là-bas. Et donc, quand il revient et crée l'État de Ghana, qui sort donc de Gold Coast, qui devient le Ghana, en 1957, c'est la première vague moderne, il va être imprégné de ce panafricanisme qui ne le quittera jamais. Donc, il y a des liens sentimentaux, il y a des liens culturels. Et comme vous le savez aussi, si vous voulez connaître la véritable texture du Yoruba, vous allez à San Salvador de Bahia, qui se trouve au Brésil. San Salvador de Bahia, les traditions Yoruba sont restées telles qu'elles étaient il y a 200 ans au moment où ils sont arrivés. Et c'est ça la magie, en fait, de cette Afrique qui se retrouve partout et à laquelle nous avons tourné malheureusement le dos. Donc, il y a des liens culturels, il y a des liens politiques aussi. Il y a des liens politiques.
parce que Malcolm X, par exemple, a créé l'Organisation de l'Unité panafricaine. Quand il est devenu musulman, il a dit « Je constate que tous les Blancs ne sont pas méchants, il y a des Blancs qui sont gentils, et à la Mecque, j'ai été bien accueilli. » Donc il dit il va créer une organisation qui va unir les Africains américains et l'Afrique, qui n'exclut pas, par exemple, les Égyptiens, qui n'exclut pas les Marocains. Vous remarquerez que si la Chine est ce qu'elle est, elle le doit en grande partie, mais pas totalement, mais en grande partie à sa diaspora, qui réside aux États-Unis, qui réside à Hong Kong et qui réside aussi en partie en Europe. Si l'Inde est devenue le pays que tout le monde admire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un travail des Indiens de la diaspora que l'on retrouve dans les meilleures universités américaines. Vous pouvez être sûr que le département d'informatique, le département de physique nucléaire à Harvard, Yale, Princeton, Columbia est tenu par les Indiens. Aujourd'hui, comme depuis une vingtaine d'années. Ce n'est donc pas étonnant qu'ils créent une autre Silicon Valley en Inde. Ils transfèrent tout simplement les ressources humaines des États-Unis vers l'Inde. Et l'Inde aujourd'hui est l'incontournable puissance en matière électronique et de cyberespace. C'est grâce, en grande partie, à cette diaspora. L'Afrique est divisée en 5 régions officielles géographiques, à laquelle on ajoute une 6e région virtuelle, mais quand même réelle, c'est donc la diaspora. C'est déjà une avancée. Pour moi, la Renaissance africaine est tributaire de la résolution de cette équation. Je vous donne un exemple. Howard University Medical School, l'école de médecine de Howard, est classée parmi les 10 meilleures aux États-Unis depuis les 50 dernières années. Et s'ils sont classés comme ça, ce n'est pas par complaisance, croyez-moi. Malgré le racisme, ils sont quand même là. Et c'est dans cette école que vous avez des pathologies qui nous concernent directement. Laquelle? Quelle est la pathologie qui ne concerne que les Africains ou les Africains américains? C'est quoi? La drépanocytose. Ils travaillent dessus. Vous n'allez pas aller à Yale University Medical School et demander où est-ce que vous en êtes sur votre recherche sur la drépanocytose. On va vous regarder. On ne comprendra pas de quoi vous parlez, parce que ça ne les concerne pas génétiquement. Donc, il est bon pour nous qu'on commence à se tourner vers eux et qu'on ait des partenariats, ce que nous ne faisons pas, la plupart du temps. Et je crois que si nous le faisions, nous allions avoir un saut qualitatif qui fera en sorte que leurs connaissances, alliées à nos besoins, et surtout leur besoin d'identité, qui est facilité par l'ADN. Parce que vous savez maintenant, avec l'ADN, on sait d'où vous venez. Nous, on a accueilli ici ceux qu'on a appelés les Caméricains, c'est-à-dire ceux qui ont un ADN, et on vous dit bien dans quelle partie du Cameroun vous venez. Et c'est très intéressant parce que nous en avons accompagné beaucoup. Et curieusement, la plupart des Caméricains sont des Ticares. Et on les a emmenés. Mais le Ticare, vous savez que c'est dans tout le Cameroun, en fait, les Ticares. Oui. Mais on vous dit bien, vous êtes Ticare de la Damawa, vous êtes Ticare de l'Ouest Cameroun, vous êtes Ticare du Centre, et vous êtes Ticare du Nord-Ouest. Ça, c'est dit. Et je vous dis, c'est fabuleux de voir même des membres de ces familles restées qui ont encore quelquefois les mêmes traits physiques. Et vous vous dites, c'est incroyable ce que la génétique peut faire. Donc, je pense pour ma part qu'il est important que nous regardions cela et que nous nous disions que le pont d'ébène qui doit être établi entre les Africains et les Africains américains est un pont qui va être, sur le plan stratégique, très important. Parce qu'ils vont pouvoir nous aider, et nous aussi on va pouvoir les aider, en prenant position, par exemple,
aux Nations Unies, parce que ce qui se passe est une violation de leurs droits. Il faut qu'on ait un peu de courage pour aller dire que c'est inacceptable en termes de revendication des droits économiques. La troisième génération des droits humains, les droits économiques, qui sont violés, comme je viens de vous le faire voir avec les quelques exemples que j'ai donnés. Et cette question n'est pas pendante, elle n'est pas passée, elle est encore avec nous, si nous avions un peu de courage pour aller protester au nom d'autres êtres humains qui se trouvent être les nôtres. Et c'était un plaisir d'avoir le professeur Emmanuel Pondi parmi nous. Ce que je retiens du cours, laborieusement établi par le professeur, c'est que l'Africain que je suis doit essayer de nous renouer les liens avec les Américanos ou encore les Latino-Américains, ceux qu'on appelle encore aujourd'hui les Afro-Américains. Parce qu'en réalité, nous partageons une même histoire. Il convient donc pour nous autres de rebâtir l'Afrique, si chère à nous, de nous reposer sur trois pilier essentiel, de savoir la culture. À côté de la culture aussi, nous devons penser à comment est-ce que nous pouvons mettre sur pied des innovations. Ceci passe aussi par l'indépendance dans la pensée. Il convient donc à chacun d'entre nous de déconstruire notre mentalité qui avait été autrement façonnée par les idéaux occidentaux et notamment les écrits des Occidentaux qui jusqu'ici ont mal compris l'Afrique. Par rapport aux trois approches qu'il nous a soulevées, vraiment on a beaucoup compris et surtout le cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui nous a vraiment mis en contact entre l'Afrique et l'Africain américain, surtout sur la diaspora noire en Amérique et dans le Caraïbes. Vraiment par rapport à toutes ces explications, à tout ce qu'il avait parlé de nous, devant nous, vraiment aujourd'hui nous sommes contents et je lui souhaite toujours une longue vie. Merci.